Bonjour. Donc ça va être assez différent. S'il y en avait qui étaient là la semaine dernière, le sujet va être assez différent, bien qu'on va retrouver un petit peu ce mélange encore entre cinéma d'exploitation et cinéma engagé. Alors généralement, lorsqu'on évoque le Japon, depuis déjà les années 50, il y a deux thèmes qui reviennent régulièrement. Le premier, c'est que le Japon n'invente rien et ne fait que copier. C'est quelque chose qu'on lit régulièrement dans la presse dès les années 50, qui est revenu encore, maintenant c'est peut-être un peu moins présent, mais jusque dans les années 80, c'était quelque chose qui était récurrent. Et la deuxième chose qu'on entend régulièrement, c'est que le Japon est un pays aseptisé, où la population ne vit que pour le travail. Et comme le disait très bien notre ancienne première ministre Édith Cresson, c'est un pays composé de fourmis jaunes. C'était Édith Cresson qui avait dit ça en 1991, ce qui avait provoqué quand même un certain tollé. Maintenant, ça n'avait pas non plus été le scandale que ça aurait dû être. Je trouve quand même que la phrase est extrêmement choquante. Mais ça, c'est l'autre thème qui revient régulièrement lorsqu'on parle du Japon. Donc on a développé en Occident, on a développé un petit peu différentes images d'Épinal par rapport à ce qu'était le Japon et les Japonais. Et il y a notamment cette image qui veut que les Japonais fassent tout pour leur travail, meurent au travail, soient incapables de la moindre révolte. Alors moi, je ne vais pas trop m'attarder sur le premier thème, le fait que les Japonais ne créent rien. Ça me semble tellement caricatural et tellement aberrant que bon, ce n'est pas la peine de s'étaler longtemps sur le sujet. Par contre, concernant le second, c'est vrai que si on connaît que le Japon actuel, qui a vraiment commencé à se développer à la fin des années 70-80 avec la bulle économique, qui a vu le grand triomphe du capitalisme, on peut être surpris de voir que le Japon, durant la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70, était l'un des pays où la contestation sociale et politique a été le plus fort, dynamique et violent. Là, on parle en matière de pays industrialisés, excusez-moi. C'est vrai qu'on a tendance ici en Occident à être focalisé, en particulier en France, sur le fameux mai 68. Dites-vous que mai 68, le mai 68, qui n'était pas d'ailleurs, qui ne se résumait pas qu'à Paris, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais on oublie que la lutte a notamment commencé à Nantes. Ça, c'est quand même un point qui est important à souligner. Ce n'était pas quelque chose qui était né dans la capitale. Eh bien, ces affrontements de mai 68, comparé à ce qui se passait au Japon à l'époque, c'est un peu l'équivalent d'une sortie maternelle au jardin d'à côté. Les années 60 au Japon donc, vont être marquées par plusieurs mouvements contestataires. Le premier, c'est le premier impôt, c'est-à-dire c'était le mouvement d'opposition au traité de sécurité américano-japonais. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la guerre, donc, le pays se retrouve occupé par les Américains, qui, dans la nouvelle constitution, interdisent la création d'une armée. Très bien, effectivement, étant donné le passé belliciste du pays, on peut se dire que c'est un progrès. Petit problème, les occupants américains se rendent compte très rapidement qu'autour du Japon, qui tient une place géographique stratégique, il y a la Russie, il y a la Chine, et il y a des pays qui commencent à être sacrément marqués par le rouge. Et le nouvel ennemi des Américains à l'époque, c'est les communistes. Et donc les Américains ont une très grosse peur, c'est que le Japon devienne à son tour communiste, et on est là dans la théorie des dominos qui fait que si un pays devient communiste, les autres vont aussi le devenir. Alors ils vont avoir une idée de génie et ils vont dire, bon, pour éviter qu'il y ait une possible invasion, je ne sais pas, des Chinois, ou que tout d'un coup toute la population se mette à brandir le drapeau rouge, on va quand même réintroduire une armée, mais une armée qui ne sera pas véritablement une armée. Ça va être des forces d'autodéfense. Alors le terme est très très subtil, attention. C'est-à-dire que officiellement, les forces d'autodéfense n'ont pas le droit d'intervenir de façon militaire hors des frontières du pays. Elles n'ont pas le droit de participer à quelque conflit qu'il soit.
sur le temps, on a vu que ça a changé même là-dessus, parce qu'il y a eu des opérations au Cambodge dans les années 90 faites avec le soutien donc, des forces d'autodéfense. Donc déjà là-dessus, il y a eu des changements assez importants. Et donc, ces forces d'autodéfense, donc, qui ne sont censées que défendre les frontières du pays, vont avoir un budget colossal, vont bénéficier de tanks, de missiles, d'avions de chasse. Donc, en fait, ça a tout d'une armée régulière, sauf que ce n'en est pas une officiellement. Et pour la jeunesse d'après-guerre, ce changement, en fait, l'apparition des forces d'autodéfense et du traité de sécurité américano-japonais qui permet aux forces militaires américaines de rester dans le pays, donc faisant de fait du Japon un pays occupé militairement, ce qu'il est encore concrètement. Il faut bien se rendre compte que maintenant, en 2018, le Japon est toujours occupé militairement par les États-Unis. Pour les jeunes de l'époque, c'est quelque chose d'insupportable. Eux n'ont pas forcément connu la guerre, ou ils sont nés juste à la fin de la guerre, mais ils ont vu les horreurs que ça a produit. Ils ne veulent surtout pas reproduire les erreurs de leurs parents. Ils ont une opposition farouche à tout ce qui touche à l'extrême droite, donc ils vont naturellement se tourner vers l'extrême gauche. Et ça inquiète évidemment très fortement le gouvernement japonais de l'époque, qui est très fortement soutenu par les Américains, qui restent le grand allié du pays. Et malgré donc une lutte très importante contre le renouvellement du traité, le traité va être signé à nouveau, ce qui verra la fin du premier mouvement de contestation, qui a été un mouvement de contestation quand même qui réussissait à réunir des centaines de milliers de personnes dans les rues, de manière très organisée, de manière aussi très violente parfois. Et durant les années 60, il va y avoir à nouveau le renouvellement de ce traité, une seconde fois, et il va y avoir le deuxième Ampo, donc ce deuxième mouvement-là qui va avoir une ampleur encore beaucoup plus importante. Ce second Ampo va être marqué aussi beaucoup plus par la situation internationale, notamment la guerre du Vietnam. Involontairement, le Japon se retrouve partie prenante du conflit qui se déroule au Vietnam, pour une raison toute simple, c'est que les troupes américaines sont présentes au pays et décollent directement du Japon pour aller aux États-Unis, pour aller au Vietnam. La deuxième raison, c'est que le Japon est devenu la destination de villégiature pour les soldats américains qui bénéficient tous, une fois qu'ils sont engagés, ils ont droit entre 1 semaine et 10 jours de vacances. Et donc il y a deux destinations dans lesquelles ils se dirigent tout le temps, c'est la Thaïlande et le Japon. Donc la présence militaire américaine se retrouve vraiment accrue durant cette période-là. Alors bien sûr, dans des ports clés comme le port de Yokohama, mais aussi à Tokyo, voilà, les militaires sont ultra présents, ce qui passe effectivement mal auprès de la jeunesse japonaise. Mais il y a la guerre du Vietnam, il y a l'opposition au traité, il y a aussi toute la façon qu'a de fonctionner la société japonaise, notamment le système élitiste des universités. Ça, c'est quelque chose aussi qui va être l'un des grands sujets de lutte à l'époque, notamment les connexions un petit peu aberrantes qui existent entre les grands industriels et certaines universités, donc qui font des passerelles beaucoup plus évidentes pour certains qui sortent des grandes universités. Ceux qui sortent des universités un peu moins cotées ne trouvent pas forcément de travail à cause de ça. Il va y avoir aussi quelques scandales, notamment un détournement de plusieurs milliards de yens de l'une des universités les plus prestigieuses du Japon, qui va provoquer un tollé général auprès des étudiants. Donc, ce n'est pas les sujets qui manquent à l'époque auprès de la jeunesse pour se révolter. Très tôt, la contestation va prendre une tournure violente. Alors, Koji Wakamatsu m'avait fait remarquer quelque chose qui peut sembler évident, mais moi qui ne m'avait jamais frappé. Il m'avait dit que les trois pays qui, après-guerre, ont vraiment porté la lutte politique le plus loin au niveau de l'action, c'était les trois grands alliés de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et effectivement, ce n'est pas du tout surprenant que ces trois pays se retrouvent à l'avant-garde de la lutte armée, de la lutte révolutionnaire à l'époque. Il y a une véritable volonté de la part de la jeunesse de rompre avec un passé qu'ils abordent
totalement. Il y a aussi la volonté de cette même jeunesse de réussir à imposer une nouvelle société, vraiment pour rompre avec les carcans qui étaient imposés par leurs parents. Et ça, Wakamatsu, ça va être probablement le réalisateur qui va le mieux le mettre en scène à l'époque. Alors Koji Wakamatsu, concrètement, c'est un réalisateur qu'on connaît en France, enfin que la cinéphilie traditionnelle, on va dire, ou le grand public a découvert très tardivement. Il a fallu attendre la sortie en 2008 de United Red Army pour que voilà, la critique, la presse traditionnelle, quand je parle de presse traditionnelle, je parle aussi en matière de presse traditionnelle cinéma, commence à s'intéresser aux personnages. Et pourtant, Wakamatsu, déjà, en 2008, quand il sort ce film, il y a déjà près de 100 films derrière lui. Le problème, entre guillemets, qu'a longtemps connu Wakamatsu en Occident, c'est que c'est un réalisateur qui œuvre dans le cinéma érotique. Pour la cinéphilie traditionnelle en Occident, cinéma érotique, cinéma de genre, sous-cinéma, on ne s'y intéresse pas. Même si on peut remarquer, effectivement, c'est bizarre, tiens, dans un film, il y avait un portrait de Staline pendant qu'il y avait il y avait un couple qui était en train de forniquer, il y avait un portrait de Staline au-dessus. Bon, c'est bizarre, mais voilà, la critique, pour la critique française, mais plus globalement occidentale, ce n'est pas un genre qui mérite qu'on s'attarde longtemps dessus, et c'est donc pas un réalisateur qui mérite véritablement le détour. Vous pouvez voir d'ailleurs les différents ouvrages qui ont été écrits sur l'histoire du cinéma japonais qui existe en France, du moins ceux qui ont été écrits avant le début des années 2000. Au mieux, Wakamatsu, son nom est cité brièvement en une ligne. Au pire, il n'existe pas du tout. Alors que Wakamatsu, dans les années 60, c'est probablement le réalisateur qui fédère le plus de monde autour de lui, aussi bien dans le monde du cinéma indépendant que dans le monde du cinéma issu des majors. Donc c'est une figure qui est vraiment essentielle. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de réalisateurs issus de différentes périodes, aussi bien des années 60, 70, 80, 90 ou maintenant. Et je n'ai jamais rencontré un réalisateur au Japon, du moins dans le cadre du cinéma indépendant, qui n'ait pas eu des bonnes choses à me dire de Wakamatsu. Le nombre de réalisateurs qui ont commencé grâce à lui en tant qu'assistant réalisateur, parfois comme acteur avant de devenir réalisateur, est vraiment phénoménal. Je continue encore à en découvrir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Wakamatsu, lui, est né en 1936. Je tiens à le souligner tout de suite parce que c'est quand même assez important. Wakamatsu, c'était un réalisateur qui était assez roublard, c'est-à-dire qu'il avait tendance à adapter ses réponses à ses interlocuteurs. Ce qui est le cas de nombreux réalisateurs. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Voilà. Quand vous lisez des interviews, faites toujours attention. C'est pas forcément parce que c'est le réalisateur qui le dit que c'est la vérité absolue. Et notamment, un truc qui était récurrent chez Wakamatsu, c'est lorsque les premiers journalistes français ont commencé à l'interroger, tout le monde lui posait des questions sur mais vous avez été influencé par la nouvelle vague, parce qu'effectivement, il y a un côté tournage guérilla, freestyle dans son cinéma qui est très très fort. Et dans un premier temps, Wakamatsu, il se retrouvait un petit peu désemparé, il disait non, non, du tout. Et puis avec le temps, il a commencé à changer, il a commencé à dire oui, Godard, pour moi, ça a été une grande inspiration. Concrètement, je ne pense pas que Wakamatsu ait vu un seul film de Godard. Ce qui rend son cinéma d'autant plus intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la nouvelle vague française qui existe ici, qui se développe, mais qu'on a des cas similaires à l'autre bout du monde qui font exactement de même sans forcément qu'il y ait des connexions les unes avec les autres. Voilà, donc il y a le cinéma de Wakamatsu. On a beaucoup parlé de la nouvelle vague japonaise. D'ailleurs, certains contestent le terme de nouvelle vague pour le Japon parce que les mises la façon de produire n'est pas du tout les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais la nouvelle vague au Japon est quand même issue souvent de réalisateurs qui travaillent dans le cadre des majors et qui partent un petit peu de manière plus indépendante. La véritable nouvelle vague, si on doit s'y intéresser, c'est Wakamatsu. Wakamatsu, je vais y venir un peu plus tard, on va commencer un peu par sa biographie. Wakamatsu, donc, il est né en 1936.
à l'adolescence, bon, il est un petit peu turbulent. Ce qu'on sait à peu près de manière sûre, parce que aussi là-dessus les récits ont eu tendance à changer avec le temps, c'est qu'à l'adolescence, il vole de l'argent à sa mère, il quitte sa ville natale et il se dirige à Tokyo. Le Tokyo de l'époque, bon, c'est une ville qui est très différente du Tokyo qu'on connaît maintenant, qui est effectivement une ville, on va dire, relativement safe, aseptisée, très propre. À l'époque, Tokyo, il y a des quartiers qui sont véritablement chauds. Voilà, quand on parle de Shinjuku, bon, maintenant, c'est toujours présenté dans les guides pour touristes. Si vous avez eu l'occasion d'y aller, on présente Shinjuku, voilà, c'est le quartier chaud. C'est à peu près aussi chaud que les Champs-Élysées. Faut être un petit peu sérieux. Mais dans les années 50 et 60, c'est une autre réalité. C'est effectivement un quartier où il y a les mafieux qui occupent les terrains, les prostituées qui sont là, où il y a effectivement toute une nouvelle génération de jeunes Japonais qui commencent à développer leur propre commune. Pour certains, il y a des drogues. Donc voilà, il faut essayer de se dire que Shinjuku de l'époque, c'est quelque chose d'un peu plus tendu que ce qu'on connaît maintenant. Et Wakamatsu, lui, quand il arrive là-bas, comme beaucoup de gens de la campagne qui arrivent sans le sou, en étant comme lui un petit peu en fuite, il rejoint les Yakuza, donc les mafieux japonais. Il va rester parmi eux 10 ans. Bon, il n'a jamais été trop prolixe au niveau de ses activités, mais enfin bon, les Yakuza ne faisaient pas non plus dans l'humanitaire, donc on peut se douter qu'il a touché à la prostitution, au paris clandestin, voilà, c'était le genre d'activité qu'avaient les Yakuza à l'époque. Et il va finalement être arrêté, vraisemblablement pour une bagarre. Il va passer 6 mois en prison. Et ça va être une expérience, on peut s'en douter, hein, qui est très loin d'être agréable. Pour lui, qui a tout le temps été opposé au système, hein, de très très tôt, cette confrontation violente et vraiment frontale avec tout le système judiciaire japonais va à la fois casser quelque chose en lui et déclencher une volonté de faire autre chose. Alors une fois qu'il sort de prison, il rompt avec ses anciens camarades Yakuza. Et il m'avait raconté cette anecdote qui était assez rigolote. Des années plus tard, une fois que son nom était devenu un petit peu connu dans le monde du cinéma japonais, il disait qu'il avait souvent des anecdotes de Yakuza qui avait dit à ses amis « Ah mais ouais, Wakamatsu, super copain à moi, on était à l'époque ensemble », et lui ne les a jamais vus, quoi. Donc c'était devenu une figure un petit peu dont certains Yakuza aimaient bien se vanter d'être l'un des proches. Et donc à la sortie de prison, Wakamatsu a beaucoup de haine en lui. Et il l'a dit plusieurs fois, il n'a qu'une envie, c'est de dessouder des flics. Voilà, c'est son grand projet à l'époque. Sauf qu'il est tout à fait conscient que s'il se lance dans une odyssée meurtrière comme ça, il va se retrouver, il va se retrouver à nouveau sous les barreaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut plus du tout connaître. Donc il va essayer de trouver un moyen d'extérioriser toute cette colère qu'il a à lui, toute cette haine qu'il a contre le système japonais. Il pense d'abord à écrire, puis il se rend compte que, voilà, au bout de 10 pages, à chaque fois, il ne réussit pas à poursuivre. Donc il le dit lui-même, hein, je pense que puis c'est quelque chose aussi qui a dû assez pas le marquer, mais il se sentait peut-être un petit peu... il avait peut-être certains complexes par rapport à ça, il n'a pas fait du tout d'études. C'est sûrement pour ça qu'il va se lier après à certaines personnes de milieux beaucoup plus intellectuels. Mais donc l'écriture ne fonctionne pas, mais il voit qu'il y a peut-être des possibilités de travailler dans le cinéma. Alors il va démarrer de manière assez classique comme assistant réalisateur à la télé, puis au cinéma, et très rapidement il va franchir le pas, il va commencer à tourner. Alors pour des petites compagnies indépendantes, son premier film date de 1963. Toute la première partie de sa carrière est très difficile à évoquer parce qu'il n'existe plus du tout de copie de ce film-là. Voilà, tout ce qui reste, donc, c'est au mieux des fois certaines affiches et encore le matériel iconographique touchant à tous ces premiers films est très difficile à trouver. Et au pire, on a certaines critiques dans des journaux de l'époque ou des magazines de l'époque. Mais ce qui est marquant, c'est que dès le départ, donc, il se retrouve à travailler
dans le cinéma érotique. Voilà. Alors un cinéma érotique très très soft, hein, on est en 1963, donc c'est un petit peu comme aux États-Unis à la même époque. Au maximum, ce sont des scènes topless, très courtes, très brèves. Voilà, c'est pas un cinéma qui va aussi loin que ce qu'il va faire une décennie plus tard. Je vais vous montrer, pour commencer, une façon dont, une des nombreuses façons dont Wakamatsu, petit à petit, va sortir du carcan strict du film érotique pour commencer à passer des préoccupations un petit peu plus personnelles et comment il va commencer à témoigner de manière beaucoup plus importante de ce qui se passe autour de lui, des bouleversements que connaissent la société japonaise et notamment des révoltes étudiantes. Et c'est très intéressant parce que le cinéma de Wakamatsu prend très très vite une tournure quasi documentaire. Et je vais vous proposer un extrait de Sex Jack, qui est un film qui est scénarisé avec Masao Adachi. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et vous allez voir toute la première, ça c'est l'ouverture du film, qui montre, qui va vous donner aussi un petit peu une idée des manifestations à l'époque, de l'ampleur que ça avait. Est-ce que je pourrais avoir l'extrait numéro 2, s'il vous plaît ? Vous pouvez imaginer un petit peu pour le salariman moyen qui va dans un cinéma de quartier pour voir un film érotique, qui tombe là-dessus, c'est un petit peu le choc. Et effectivement, c'est ce qui explique aussi pourquoi il a été très difficile en Occident de comprendre le cinéma de Wakamatsu pour cette cinéphilie classique. Voilà, pour qui les notions de cinéma érotique puis d'engagement politique comme ça, c'est quelque chose de totalement anachronique. Mais grâce à ce genre de film, en fait, Wakamatsu, très rapidement, il obtient un très fort soutien de la part des jeunes étudiants qui font de lui une sorte de voix de leur contestation, même si Wakamatsu reste, concernant les luttes qui se passent, il est très très critique. Voilà, c'est pas... il témoigne des affrontements qui existent. Alors il va parler tout aussi bien de la lutte contre l'aéroport de Haneda. À l'époque, ça fait partie aussi des très grandes luttes des années 60. Pour la construction de cet aéroport, en fait, il va y avoir de nombreux paysans qui vont être expulsés. Et ces paysans vont s'organiser en prenant notamment comme exemple le Viet Cong, c'est-à-dire qu'ils vont creuser des tunnels, ils vont planter des barricades assez incroyables pour empêcher leur expropriation. C'est une lutte qui va être extrêmement violente, qui va faire plusieurs dizaines de morts. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser ici un petit peu à ce qui se passe au niveau de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, mais il faut imaginer que ça prend une tournure là-bas quand même
beaucoup plus radicale. Et c'est juste une des nombreuses luttes au Japon qui cause beaucoup de victimes. Donc lui, il parle aussi bien de ça qu'il parle voilà, de l'implication du Japon dans la guerre du Vietnam, mais il se présente, lui, toujours avant tout comme un individualiste forcené. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément adepte de la mentalité de groupe qui se développe très fortement à l'époque dans les milieux étudiants. Ça va être le sujet de plusieurs de ses films. Et il va y avoir une rencontre essentielle à l'époque qui est faite, c'est celle de Masao Adachi. Alors Masao Adachi, c'est un homme qui vient d'un milieu très différent de Wakamatsu. Lui, c'est un intellectuel pur jus, plutôt d'obédience communiste, du moins à l'époque, alors que Wakamatsu, lui, on peut dire, c'est plutôt un nanar, pas dans le sens politique du terme, mais vraiment beaucoup plus dans le sens spirituel. Et Masao Adachi et Wakamatsu, ils vont créer quelques-uns des films les plus dynamiques des années 60, travaillant alors généralement dans des conditions qui peuvent nous sembler totalement incroyables, c'est-à-dire la création des scénarios. Là, vous voyez le scénario, c'est un nom collectif. En fait, pour plein de films de Wakamatsu, on ne connaît pas véritablement les auteurs, ou des fois les versions ont changé au fil du temps, donc on ne connaît pas forcément les créateurs. C'est plutôt des collectifs, généralement, qui arrivent à la création du scénario. Ça démarre tout simplement, c'est généralement il y a quelqu'un dans les bureaux de Wakamatsu Production, parce qu'il lance lui-même sa maison de production au milieu des années 60. Donc il y a quelqu'un qui lance une idée, un autre rebondit dessus, un troisième vient apporter la fin, et c'est bouclé. C'est-à-dire qu'on ne passe pas 10 ans sur un scénario, on passe encore moins de temps sur le tournage. C'est-à-dire que Wakamatsu, il est connu pour boucler des films en 3 jours, ce qui est vraiment incroyable, dans des conditions de tournage guérilla complet. Donc, c'est-à-dire les autorisations, Wakamatsu, évidemment, il s'en fiche totalement. Enfin, rien que la démarche d'aller au commissariat du coin pour demander l'autorisation pour tourner, c'est quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête, et c'était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire lui-même. Donc, il tourne dans des conditions assez incroyables. C'est pour ça qu'il y a des scènes souvent quasi documentaires dans ces films, comme celle qu'on vient de voir au début de Sex Jack, mais il y en a plein d'autres dans tous ces films, des scènes tournées à l'arrache comme ça dans le métro. Il utilise aussi, ça lui arrive d'utiliser des photos issues de la presse, notamment lorsqu'il veut témoigner un peu plus de la répression policière. Voilà, il fait appel à un montage d'images, quelque chose qu'utilisait aussi beaucoup Kinji Fukasaku pour ses polars. Donc il fait des introductions comme ça avec des scènes assez choc où on voit les policiers sont donnés à cœur joie sur les étudiants. En 65, Wakamatsu va connaître son premier, on va dire, moment de gloire internationale. C'est dit avec un petit peu d'ironie parce que son film Les secrets derrière les murs est présenté au Festival de Berlin, et la projection se déroule de manière assez tendue. Alors il faut voir qu'à l'époque, pour la critique japonaise, pour l'industrie du cinéma japonais, l'image que cherche à donner la production, voilà, c'est Mizoguchi, c'est Kurosawa, c'est Ozu. Ce sont des réalisateurs extrêmement respectables qui font des très très bons films, mais qui restent d'une certaine façon un petit peu sages. Mais voilà, c'est cette image-là que cherche à développer l'industrie du cinéma, la presse aussi. Et voilà que le Festival de Berlin en 65, l'idée un petit peu de s'émanciper. Ils en ont un petit peu marre justement de l'image cinéphile très proprette, et dans leur sélection, ils ont décidé de prendre quelques films un peu plus toniques, sortant un peu plus, on va dire, de la cinéphilie classique. Et là, ça crée un véritable problème, surtout, on va dire, plus du côté japonais qu'allemand, bien que Wakamatsu aura quelques mots pas tendres pour les Allemands. Mais lorsque la critique japonaise qui est présente évidemment au festival assiste à la projection du film, il y a un critique à l'époque qui écrit « J'étais mort de honte en tant que japonais qu'un film comme ça puisse être diffusé ». Alors on voit le niveau. Y a-t-il des raisons d'avoir honte de ce film ?
Si vous le comparez effectivement à la harpe de Birmanie, par exemple, ou Rashomon, qui ont été présentés à Venise, oui, on peut comprendre que pour les journalistes japonais de l'époque, le choc, il est plutôt radical. Là, c'est pas du tout l'image que les Occidentaux ont du cinéma japonais, et c'est pas l'image que veut véhiculer la critique. Il y a eu des demandes de la part du Japon pour que le film soit retiré de la programmation. Là-dessus, le Festival de Berlin va quand même soutenir son choix et projeter le film. Apparemment, alors, est-ce que c'est des exagérations qui ont été faites après et tout ça? N'ayant pas été là, je ne peux pas en témoigner, mais apparemment, il y a quand même pas mal de personnes qui quittent la salle à l'époque. Et Wakamatsu dira quelque chose de très amusant. Wakamatsu, il n'avait pas du tout la langue dans sa poche. Hein. C'est ce qui est assez amusant comparé à d'autres réalisateurs quand on demande certaines questions à des réalisateurs. Par exemple, que pensez-vous du film de tel ou tel de votre compatriote? Ils vont avoir des réponses, même s'ils détestent profondément le film, ils vont dire c'est un film intéressant auquel je n'ai pas forcément totalement adhéré, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce film. Voilà, ça va être des réponses très lisses. Wakamatsu, s'il n'aime pas un film, je vous en donnerai un exemple, je vais le donner même tout de suite maintenant. Il y avait un réalisateur, Masato Harada, qui a fait un film sur l'affaire du chalet d'Asama, qui sera le sujet de United Red Army pour Wakamatsu, donc qui parle de l'armée rouge unifiée qui prend d'assaut un chalet et tient en otage un couple. Et Harada fait un film là-dessus, donc je lui en avais parlé, et Wakamatsu, il n'a pas été tendre, il a dit Harada est un sale chien du pouvoir qui s'est complètement corrompu en faisant ce film honteux. Voilà. Donc ça, c'est quand on a l'habitude de travailler un petit peu avec les cinéastes japonais, on est toujours très étonné d'avoir ce genre de réponse. Mais voilà, Wakamatsu, c'est ça aussi, je pense, qui fait son charme, entre guillemets, c'était quelqu'un qui était très très franc. Et donc, à l'occasion des Secrets derrière les murs à Berlin, lui a eu ses commentaires à l'époque dans un journal de critique japonais qui essayait justement de donner la parole aux cinéastes indépendants et aux cinéastes essayant de sortir un petit peu des carcans de la production en place. Il dit « Que voulez-vous attendre de ce pays de vieux catholiques ?» en parlant de l'Allemagne, il n'y avait aucune chance qu'ils n'y comprennent quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est le petit scandale de Berlin en 1965. Ce film donc, permet à Wakamatsu de se faire connaître pour la première fois en Occident, même si ce n'est pas forcément d'une bonne manière. Par contre, ça en fait une personne un petit peu persona non grata dans le milieu du cinéma japonais. Même si ultérieurement certaines majors feront appel à lui. Voilà, à l'époque, en tout cas en 65, il n'est pas très bien vu de le côtoyer ou de travailler avec lui. Voilà. Si on veut pouvoir percer, en tout cas, c'est pas la meilleure chose à faire. Wakamatsu donc va se mettre à travailler avec Masao Adachi. Ils vont collaborer en particulier au niveau des scénarios. Ce sera principalement des films qui vont être faits par Wakamatsu, Adachi l'aidant pour certains plans, mais Adachi lui est surtout axé sur les scénarios mêmes. Et on voit bien entre les films que scénarise Wakamatsu, que scénarise le petit groupe autour de lui, et les films que Wakamatsu fait avec Adachi, il y a une très grosse différence. Ça se situe généralement dans les dialogues. Il faut reconnaître que Adachi, c'est un intellectuel pur jus. C'est quelqu'un qui a énormément lu et qui a un côté, effectivement, qui peut être très doctrinaire. Donc, dans les films de Wakamatsu, auparavant, quand on avait des scènes de sexe, très soft, hein, toujours, il n'y avait pas forcément de discours. À partir du moment qu'il commence à travailler avec Adachi, toutes les scènes érotiques vont être saupoudrées par-dessus de voix off qui éclament l'international, la lutte pour la libération de la Palestine. Voilà, il y a des choses qui sont totalement hallucinantes. Mais il n'y a pas du tout de... C'est-à-dire, si on n'est pas habitué, on pourrait penser qu'il y a une sorte de second degré là-dedans, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste la façon la plus simple qu'ont trouvé Wakamatsu et Adachi pour pouvoir sortir des films
qui cherche à avoir un certain discours sur la société. Parce que s'il faisait des purs films, entre guillemets, doctrinaires, il faut être clair, il y aurait 5 étudiants engagés dans la salle, et le film disparaîtrait au bout d'une semaine. À partir du moment qu'il joue sur la carte du cinéma érotique, les films peuvent tourner un peu plus. Déjà, il y a quand même un panel de salles plus importantes que de salles strictement art et essai à l'époque. Et ça leur permet aussi donc, de toucher un public beaucoup plus vaste. Donc ils ont bien sûr les étudiants qui suivent, d'ailleurs, beaucoup Wakamatsu à l'époque, mais ils ont aussi tout ce public beaucoup plus classique de col blanc qui se retrouve un petit peu, des fois, par le plus grand des hasards devant ces films, qui viennent rechercher des films érotiques pur jus et qui là prennent quand même tout un discours auquel ils n'auraient pas forcément eu accès autrement. C'est-à-dire pour le salariman japonais moyen de l'époque, il est bien sûr au courant de la contestation qui se passe dans la rue. Maintenant, les revendications ne sont pas relayées non plus de manière massive dans les médias japonais principaux, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio ou dans la presse. Et voilà, donc, par ce biais du cinéma érotique, en fait, Wakamatsu et Adachi réussissent à toucher quand même un public très, très important. Ce qui est amusant, c'est que même au bout d'un moment, certains étudiants viennent voir Wakamatsu. Alors, il y en a plein qui ont fait leur classe avec lui. Hein. Certains ont duré dans le temps, après sont devenus cinéastes ou scénaristes, acteurs. Et il y en a d'autres comme ça pour un coup. Il y avait des étudiants de Waseda, donc, qui est l'une des universités les plus prestigieuses du Japon, qui sont venus le voir directement en disant on adore vos films, on est vraiment des très grands fans de ce que vous faites. Et voilà, on a un scénario pour vous, est-ce que vous seriez d'accord pour le réaliser ? Wakamatsu, lui qui était un homme très très ouvert et puis qui n'allait pas cracher sur la possibilité d'avoir déjà un scénario tout fait, prêt à tourner, leur dit écoutez, oui, pourquoi pas, par contre, à la condition, vous tenez les rôles principaux, parce que là, j'ai pas d'acteur sous la main, donc on va tourner le film comme ça, vite fait, bien fait. Ce film, c'était le Violence Without a Cause, qui est un témoignage très intéressant sur la jeunesse de l'époque, parce qu'il prend un peu à contre-pied ce qu'on a l'habitude de voir, notamment dans le cinéma de Wakamatsu. Dans le cinéma de Wakamatsu, on voit souvent des jeunes engagés, qu'ils soient tout seuls ou qu'ils soient dans un groupe, qui s'opposent à la société. Et là, on retrouve ces 3 étudiants de Waseda qui tiennent les rôles principaux. Et en fait, c'est des étudiants qui se fichent totalement de la politique, qui sont plutôt amorphes et qui n'ont qu'une seule obsession, c'est de réussir à coucher avec une fille. Voilà. Et là, tout d'un coup, on se rend compte, le film est très intéressant parce qu'il casse donc avec cette image qu'on a un petit peu à l'époque de cette jeunesse révolutionnaire jusqu'à boutiste qui veut en découdre avec la police. Et puis on se rend compte qu'il y a aussi des jeunes qui témoignent un petit peu de l'environnement dans lequel ils sont. Alors ces trois jeunes, en l'occurrence, eux étaient plutôt attirés par le côté engagé du cinéma de Wakamatsu, mais ils témoignaient aussi un petit peu des préoccupations des autres ados qui étaient à l'université. Et si le rêve de grande révolution porte une partie de la jeunesse, il y a aussi des ambitions beaucoup plus terre-à-terre qui se situent en dessous de la ceinture et qui portent une grande partie de la jeunesse. Donc le film est très très intéressant à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit sorti en France, mais jetez un coup d'œil, on ne sait jamais. Wakamatsu et Adachi s'intéressent donc beaucoup à la violence sociale et politique qui les entoure, et ils vont s'intéresser aussi beaucoup aux odyssées de tueurs en série. Alors pas du tout de la manière qu'on peut connaître ici en Occident avec cette sorte de fascination qu'il y a pour les tueurs en série avec des films comme Le Silence des agneaux ou certaines séries qui tournent maintenant sur Netflix. Mais ils vont prendre le parcours de certains tueurs en série et ils vont essayer d'expliquer comment en fait leurs agissements sont le fruit et le produit de leur environnement. Il y a le premier qui est vraiment marquant, c'est Les Anges Violets,
que le duo tourne en 1967. Alors déjà, le titre est extrêmement choc. Voilà, ça fait partie, je pense, de ces grandes associations de mots dans le cinéma un petit peu d'exploitation qui tout de suite marque. C'est un peu comme Cannibal Holocaust. Voilà, Cannibal Holocaust, tout de suite, on voit la liaison de ces deux mots, c'est très choquant. Les anges violets. Et sur ce film, le duo Adachi Wakamatsu prennent l'Odyssée de Richard Speck. Alors, Richard Speck, peut-être le nom dira quelque chose à certains d'entre vous, c'était un Américain qui est rentré un soir dans une école d'infirmières et qui a massacré, enfin violé, massacré plusieurs étudiantes. Ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis, il y a eu plusieurs films sur le sujet. Et Wakamatsu et Adachi vont reprendre l'histoire pour le mettre dans un contexte typiquement japonais. Adachi, lui, va aller encore un peu plus loin après une fois qu'il va partir en solo. Il va faire un film qui s'appelle A.K.A. Serial Killer, qui parle du parcours de Norio Nagayama, qui était un jeune japonais qui a dérobé dans les années 60 un pistolet dans une base militaire américaine, ce qui est déjà assez important à souligner, et qui va, durant un parcours, durant plusieurs mois, voyager au travers du Japon et tuer 4 personnes. L'affaire fait énormément de bruit à l'époque. Dans la presse, on en parle beaucoup. Il va y avoir un procès retentissant. Nagayama, lui, va être condamné à mort, mais ne sera pas exécuté avant la fin des années 80. Il va écrire une autobiographie à l'époque, et il explique dans cette autobiographie que ce qui l'a poussé à tuer, c'est le fait qu'il n'était plus considéré comme un être humain au sein de la société japonaise. Il a été abandonné à la naissance. Non, pas à la naissance. Quand il était jeune enfant, il s'est débrouillé tout seul pour survivre dans des conditions extrêmes. Et ce qu'il explique, c'est voilà, que les liens sociaux qui existent et qui unissent normalement les différents individus dans une société, lui n'y a jamais eu accès, il n'y a pas eu le droit, et c'est ça qui l'a poussé sur cette odyssée. Adachi et puis plusieurs de ses confrères vont avoir une approche très différente des raisons qui ont poussé ce jeune à partir dans cette odyssée meurtrière. Et ils vont développer ce qu'on appelle à l'époque la théorie des paysages. Alors, comme je vous disais, Adachi, c'est vraiment un intellectuel pur jus, et là, il est accompagné de plusieurs critiques japonais assez contestataires aussi dans la presse de l'époque, qui sont clairement situés à gauche. Ce qu'il va chercher à expliquer avec la théorie des paysages, qui est une théorie qui va être reprise par d'autres cinéastes, Oshima aussi va la reprendre à son compte, Wakamatsu aussi va l'utiliser plus tard, c'est que c'est l'environnement géographique même qui a poussé Nagayama à prendre les armes et à tuer des personnes. Alors ça semble un petit peu tiré par les cheveux, néanmoins la démonstration qu'il va en faire durant le film est très intéressante. Pendant un tournage qui a été assez long, Adachi et plusieurs de ses collègues vont reproduire exactement le périple que Nagayama a fait avant de se mettre à tuer. Et ce qu'il montre, c'est que la présence du pouvoir est tout le temps dans chacun des lieux qu'il visite, et que cette omniprésence pesante ne pouvait que le pousser à un moment à prendre les armes et à tuer les innocentes victimes qui étaient autour de lui. Je vous propose de voir un extrait qui est très ciblé là, concernant l'environnement que Adachi cherche à montrer. Pourrais-je avoir l'extrait numéro 7, s'il vous plaît ?
Alors, la voix de façon très factuelle détaille en fait le parcours du tueur en disant telle date il était là, telle date il était là, telle date il était là. Et Adachi donc cherche vraiment à suivre ce parcours. C'est intéressant en tant que témoignage aussi documentaire de l'époque. Ça permet un petit peu de voir comment le Japon était à l'époque. Et sur ces scènes qui sont probablement, il y a de nombreuses scènes effectivement où il est parfois difficile de saisir ce que Adachi et ses collègues ont cherché vraiment à pointer du doigt. Par contre, là, il y a quelque chose qui est vraiment très très fort. On retrouve à la fois, vous avez pu voir, pour une armée qui n'existe pas, elle est plutôt quand même assez costaud, quoi. Pour des défilés d'une armée qui est censée ne pas avoir d'armes, bon, c'est assez lourd. Et la présence américaine, donc il y a ce double discours là-dessus. Et c'est vrai que si on prend comme point de départ que l'arme qui a permis de commettre tous les meurtres a été trouvée dans une base militaire américaine, ouais, c'était propice à développer toute une thématique particulière. Lui, Wakamatsu, de son côté, va continuer un petit peu durant toute sa carrière, et même jusque dans les années 90, à, à raconter le parcours de jeunes comme ça en rupture de banc très, très, très violent. Généralement, à la frontière du tueur en série. En 78, il fait notamment un film qui s'appelle Serial Rapist, là qui est vraiment pas conseillé à tout le monde. Hein. J'ai d'ailleurs pas pris d'extrait dessus. Qui, c'est très simple, c'est l'histoire d'un jeune qui passe son temps à violer et à tuer, voilà, pendant 70 minutes. Donc c'est pas pour tout le monde. Et on comprend avec ce genre de film aussi pourquoi la cinéphilie classique française a eu du mal à comprendre l'intérêt et la portée de son travail. Mais ce qui est très intéressant sur ce film, c'est qu'une nouvelle fois, Wakamatsu va lier les agissements. À la toute fin, on va comprendre pourquoi ce jeune, en fait, agit de la sorte. On pourrait penser que c'est juste une description assez froide, un petit peu à la Henry of Portrait of a Serial Killer, on pourrait penser que c'est quelque chose comme ça. Mais non, parce qu'à la fin, il y a une scène qui est très très courte, où on voit un avion décoller de l'aéroport de Narita. Donc, il lit ça un petit peu pour rejoindre la théorie des paysages. Il explique que c'est effectivement la création de l'aéroport de Narita, le bruit qui le produit, voilà, qui l'a rendu fou et qui l'a poussé à commettre tous ces crimes. Donc à nouveau, il retombe tout le temps sur un discours assez engagé. En 1971, Adachi et puis Wakamatsu vont partir en Jordanie et en Palestine pour tourner un documentaire assez incroyable qui a été pendant très longtemps invisible, qui s'appelle en français Armée rouge, Front de libération palestinien, déclaration de guerre mondiale. Titre choc. Déclaration de guerre mondiale, c'est pour faire écho à la déclaration qui a été faite quelque temps auparavant par l'armée rouge japonaise, donc qui explique notamment si vous tuez nos frères Black Panthers aux États-Unis, vous tuez nos frères au Vietnam, eh bien, nous n'aurons pas de pitié pour vous et nous vous massacrerons tous. C'est une déclaration qui est assez choc. Et initialement, voilà, Wakamatsu raconte que lui, il est parti là-bas, c'était pas du tout pour soutenir la cause palestinienne, c'était juste pour se faire de l'argent. Voilà, on a du mal à penser que voilà, quand on tourne ce genre de film, on fasse ça juste pour l'argent. Il a raconté une autre fois, ça c'est à moi qu'il avait raconté cette histoire, il dit mais c'est Adachi, il m'avait complètement truandé, on était censé partir en vacances et je me suis retrouvé dans ces camps d'entraînement, c'était pas du tout ce qui était prévu. Bon, une fois sur place, on a pris les caméras, on a commencé à filmer. J'ai un petit peu du mal à y croire quand même, donc après des fois il a peut-être un peu tendance à refaire l'histoire. Mais ce qui est très intéressant sur ce film, c'est comment la lutte politique qui existe au Japon à l'époque se retrouve tout d'un coup liée dans une lutte globale beaucoup plus importante. Ce qui se passe, c'est qu'une partie en 1970, il va y avoir un détournement d'avion. Très bon enfant, ce détournement d'avion. Il n'y a personne qui est blessé. C'est un groupe de jeunes, donc
d'obédience communiste, voilà, qui prennent d'assaut un avion avec des katanas. À l'époque, on pouvait se balader avec des sabres dans les avions, c'était le bon temps. Et donc, ils veulent à la base pouvoir aller jusqu'à Cuba, mais ils se rendent compte que l'avion qu'ils ont décidé de détourner, il a été censé faire un voyage très court, donc il n'y a pas suffisamment de carburant. Donc il y a une discussion très rapide faite entre eux et ils décident d'aller à Pyongyang, donc capitale de Corée du Nord, où ils sont accueillis là-bas comme des héros. Mais il semblerait sur le long terme, il y en a plusieurs qui ont souhaité après retourner au Japon et puis on n'aura jamais laissé la possibilité. Il y en a plusieurs qui sont morts en Corée du Nord, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont encore en vie en tout cas et qui demandent maintenant le rapatriement au Japon. Mais bon, c'est une déculottée énorme pour le gouvernement japonais de voir ces gamins, ils ont entre 18 et 21 ans, détourner un avion où se trouvaient aussi beaucoup de ressortissants américains. Et quand je vous dis que c'est un témoignage, enfin que c'était un détournement vraiment bon enfant, c'est qu'on a des témoignages, notamment des Américains présents, notamment c'était un docteur qui raconte, ils ont été extrêmement polis avec nous, très serviables, ils nous ont donné à manger, on n'a vraiment pas eu à se plaindre des personnes qui ont fait le détournement. Voilà, c'était une autre époque, puis c'était le Japon aussi, donc il y a des fois il y a certaines valeurs qui, même lorsqu'on détourne un avion, la politesse reste quand même très importante. Et donc en 70, il y a ce détournement donc, qui est un vilain coup pour le gouvernement japonais qui commence à faire une chasse aux communistes beaucoup plus importante. Et une partie de l'armée rouge japonaise décide très rapidement, parce qu'il y a plusieurs qui se font interpeller, qui se retrouvent immédiatement en prison, et notamment la leader qui est Shigenobu décide de partir en Palestine. Alors évidemment, la destination n'est pas du tout anecdotique. À l'époque, ils connaissent très bien le combat pour l'indépendance palestinienne. Et il y a une partie donc, de l'armée rouge japonaise qui se retrouve en Palestine. À partir de là, le combat va prendre une ampleur internationale assez incroyable. Il va y avoir une prise d'otage à Tel Aviv d'une rare brutalité où il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont tuées. Là, on franchit vraiment, avec l'armée rouge japonaise, on franchit vraiment un niveau dans la violence politique. Ils vont agir un petit peu partout en France, ils vont aller en Luxembourg, en Malaisie. Et ce qui est très marrant, c'est que Shigenobu, c'était la personne la plus recherchée du Japon pendant plusieurs décennies. Elle faisait partie, vous arriviez à l'aéroport ou dans tous les commissariats qui existent au Japon, il y avait toujours une affiche avec les différentes têtes des membres de l'armée rouge japonaise, avec des croix au fur et à mesure sur ceux qui étaient arrêtés. Shigenobu étant la tête pensante de l'organisation, c'était donc celle que tout le monde voulait arrêter. Et elle s'est fait arrêter il y a de ça quelques temps, à la fin des années 2000. Et tout d'un coup, les Japonais ont découvert avec horreur qu'elle s'amusait à faire des allers-retours entre le Japon et les 4 coins du monde pendant les 30 dernières années. Et qu'elle passait à la douane sans aucun problème, que personne ne s'est jamais rien douté. Et là, ça a été aussi un méchant soufflet un petit peu pour les autorités japonaises de voir que la police l'a eu sous les yeux des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois et ne s'est jamais rendu compte que c'était l'ennemi public numéro 1. Donc c'était aussi quelque chose d'assez amusant, on peut le dire. Dans la foulée de Masao Adachi et de Koji Wakamatsu, il y a toute une foule de cinéastes qui vont émerger à l'époque. Donc certains qui vont être vraiment aidés par Wakamatsu, par son système de production. Wakamatsu, d'une certaine façon, il a eu un petit peu le même rôle au Japon que Corman aux États-Unis. Corman, il a vraiment aidé tout ce qui a été notamment le nouvel Hollywood, mais aussi d'autres personnalités clés du cinéma américain. Wakamatsu, c'est un petit peu la même chose. Il y en a plein qui font les classes chez lui parce qu'il est très facile de commencer. C'est comme avaient fait les 3 étudiants de Waseda qui sont arrivés, on frappe à sa porte, bonjour, est-ce que vous auriez un poste d'assistant réalisateur, ou là c'est un scénario, c'est très facile. Lui-même au niveau de ses castings,
les castings, justement, il y a eu tout un travail dessus. Il y a certains journalistes, certains critiques qui ont voulu justement essayer de retrouver certains des acteurs de ces films pour pouvoir les interviewer, pour pouvoir avoir des témoignages sur les conditions de travail et de tournage. Et en fait, il est totalement impossible parce que sur un nombre important de ces films, Wakamatsu s'est contenté de prendre des gens dans la rue, de leur donner le rôle principal. Voilà, donc j'en parlais avec lui de telle ou telle actrice. Il dit, écoutez, je ne me souviens même pas de son nom, je me souviens juste l'avoir rencontrée dans la rue, lui avoir proposé un rôle, elle a dit oui, on a tourné, et puis voilà. Donc là-dessus, c'est difficile d'avoir des témoignages, mais il y a vraiment ce côté cinéma totalement libre qui est vraiment très très intéressant chez lui. Et il y a donc d'autres cinéastes, comme par exemple Motoharu Jonushi, qui est un cinéaste indépendant, lui, qui émerge à la fin des années 50. Lui, c'est plutôt un proche d'Adachi, qui va faire du cinéma expérimental, dont les copies de ses films ont été retrouvées il y a de ça peu de temps. Il a eu le droit à quelques petites rétrospectives au Japon. Et c'est un cinéaste aussi qui, à sa manière, témoigne un petit peu de l'époque troublée dans laquelle il évolue. Et je vais vous proposer un extrait d'un film d'un court-métrage vraiment expérimental qu'il a fait en 1959 qui s'appelle Poupou. C'est mignon comme nom. Et pourrais-je avoir l'extrait numéro 5, s'il vous plaît? 狙う当局の態度はこれ全くそうだね。あたかも警官隊が学園の中に入っていきさえしなければどんなことがあってもね大学の自治は守れるというような考え方の自治の考え方はおかしいしね。大学の自治というのはもっと積極的なものであるね。積極的なものであり我々の民主的な運動というものはね抑圧から支えるのもC'est un film très rare. Après, je vous laisserai faire sens ou pas des images. Mais Jonushi, c'est un cinéaste voilà, qui est assez exemplaire, lui aussi, à sa manière, de la façon dont tout le petit microcosme du cinéma japonais à l'époque, du moins du côté des cinéastes indépendants, se retrouve à un moment ou à un autre voilà, en train d'évoquer la situation politique. Il y a toujours dans l'environnement proche de Wakamatsu, il y a un de ses scénaristes, Atsushi Yamatoya, qui va avoir aussi un rôle très très important. Alors je pense que Yamatoya, c'est une des figures qui reste vraiment à découvrir en Occident. C'est à la fois un scénariste brillant qui a travaillé avec Wakamatsu à plusieurs reprises, mais aussi avec Seijun Suzuki. Il a fait notamment le scénario de La Marque du Tueur, donc qui reste le film le plus connu de Suzuki. Il a travaillé aussi avec Toshiya Fujita pour Winston in August, qui est un film vraiment très intéressant aussi, qui donne un portrait de la jeunesse japonaise un petit peu moins politique, plus qui montre le côté hédoniste de cette jeunesse. Et lors de sa première réalisation, c'est un film donc qui tourne en totale indépendance, qui s'appelle Season of Betrayal, qui est un film qui a des relents aussi un petit peu expérimentaux. Il raconte l'histoire d'un photographe qui revient du Vietnam et qui cherche à aller voir la femme d'un de ses confrères qui est mort sur place.
Et puis il va rentrer un petit peu dans une paranoïa, pardon. Il va avoir l'impression qu'il y a des gens qui le poursuivent partout. C'est un film rare mais très intéressant et qui influence directement Wakamatsu. C'était l'assistant de Wakamatsu et il a été très étonné de le voir tourner ce film-là et ça l'a motivé notamment pour faire L'Embryon par Braconnet, qui est l'un de ses films en 65, vraiment l'un des films clés du début de sa carrière. Et parmi les réalisateurs vraiment marquants, alors il y en a beaucoup, hein. Il y a évidemment Oshima, mais je pense que bon, celui-là est déjà plus connu, donc peut-être moins intéressant d'en parler. Il y a Tetsuji Takeshi, qui est un personnage vraiment très très étonnant, qui va devenir une des grandes voix de la lutte contre la censure. Et ce qui est d'autant plus étonnant que c'est un réalisateur d'extrême droite. Alors c'est vrai que lutte contre la censure, extrême droite, on se dit là il y a un paradoxe assez incroyable. Et pourtant, Takeshi en 1965, il réalise un film qui s'appelle Black Snow, qui suit un jeune homme qui voit sa mère coucher avec un GI américain noir, chose qui ne passe pas du tout, et qui va aller tuer le GI, donc qui se lance un petit peu dans une odyssée violente. Le film rencontre de très gros problèmes. Takeshi, lui, est arrêté pour motif d'indécence. Il va y avoir un procès qui va obtenir énormément d'écho à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Takeshi réussit à réunir à la fois des personnalités d'extrême gauche et des personnalités d'extrême droite. Alors il y a Yukio Mishima, donc l'écrivain bien connu, qui le soutient. Et puis d'un autre côté, il y a Oshima, donc lui réalisateur d'extrême gauche bien connu. Et Takeshi, son parcours, il va devenir très proche de Wakamatsu jusqu'à la fin. Les deux sont restés vraiment des amis intimes. Wakamatsu va notamment l'aider pour plusieurs de ses films, aussi bien à monter le casting, la production, ou des fois à trouver l'équipe technique. Takeshi, il va, suite à ce procès, il va se lancer à plein pied dans une démarche de création de films choc. Et ce qu'il veut faire, c'est notamment, il veut faire, lui, des films... alors, Black Snow, c'est un film aussi, c'est ça qui est important à souligner, c'est un film aussi qui s'inscrit dans la catégorie des films érotiques, voilà, comme tous ceux de Wakamatsu. Et lui, il veut franchir un certain pas, il veut faire des films pornographiques, complets, mais lui, son truc, c'est bon, c'est possible, on va voir, la pornographie va se développer par la suite au Japon, mais lui, il refuse tout système de censure. Et donc, pendant longtemps, au Japon, il y avait des caches où c'était pixelisé pour les organes génitaux. Et lui, il refuse totalement ça. Donc il va faire une série de films qui s'appelle Daydream, il va y en avoir 3. À chaque fois, il va connaître de très gros problèmes avec la censure, toujours en obtenant le soutien de personnalités très différentes d'un bord et de l'autre. Et il va enfin réussir à sortir une version uncut comme il veut, mais à Guam. Donc Guam qui est une île avec une régulation un petit peu très particulière. Voilà, il va réussir à le sortir, mais personne ne l'a vu à part 10 habitants du coin. Donc ça reste les grands mythes de la cinéphagie. Voilà, beaucoup de gens aimeraient bien voir cette copie uncut. Et ce qui est amusant au Japon à l'époque, où effectivement il y a des positions dogmatiques très tranchées, on voit, et c'est probablement l'un des grands drames de l'extrême gauche japonaise, c'est qu'il va y avoir probablement plus de victimes liées au combat, au combat interfraction que de victimes liées aux luttes contre la police, par exemple. Ça va devenir une spécialité japonaise où il va y avoir des purges internes, il va y avoir des confrontations extrêmement violentes, des descentes d'une organisation dans les quartiers généraux d'une autre organisation et qui se finissent par la mort d'un, deux, trois, 4 militants. Ça va devenir quelque chose de plus en plus récurrent. Et d'une certaine façon, le point d'orgue de cette dynamique autodestructrice va avoir lieu entre 71 et 72. C'est un événement qui va être grandement médiatisé à l'époque, de manière très fine par le système en place. Et c'est un événement qui va largement contribuer à la chute de l'extrême gauche au Japon et plus globalement à toutes les luttes qui étaient très fortes.
C'est deux événements qui sont liés, en fait, qui mettent en scène, excusez le terme n'est pas forcément bien choisi, mais qui mettent en action l'Armée rouge unifiée, qui était un groupement de deux organisations d'extrême gauche qui avaient décidé d'unir leurs forces et qui se sont retrouvés après, notamment après les événements de 1970, notamment le détournement de l'avion, qui ont vu leurs différents responsables soit être emprisonnés, soit être partis en exil, et qui se retrouvent donc sans véritable leader. Ce qui va causer un très gros problème. Le petit groupe va décider de partir s'entraîner à la montagne, à la guérilla. À l'époque, eux sont vraiment dans une optique révolutionnaire radicale, donc ils apprennent le maniement des armes, dynamite, fusil d'assaut, tout ça. Et le problème, c'est plus ils vont être coupés de leurs camarades qui sont restés en ville, plus ils vont être coupés des leaders, plus ils vont rentrer dans une espèce de paranoïa interne qui va les voir se lancer dans des purges internes d'une rare violence. Et c'est un sujet sur lequel Wakamatsu est venu en 2008 avec son film United Red Army, qui est passé la semaine dernière, ou que vous avez peut-être pu voir au cinéma, qui est le film qui a vraiment permis une reconnaissance importante de Wakamatsu. L'histoire donc de cette purge et de ce qui s'ensuit, en fait, c'est une partie des survivants de cette purge sont partis dans la montagne, sont arrivés juste à un petit chalet, donc ont pris d'otage la famille présente. La purge, à l'époque, elle n'est pas connue. On va la découvrir après les événements de l'auberge. Mais par contre, la prise en otage de cette famille va être suivie de très près par tous les médias japonais. La presse écrite, mais surtout la presse télé qui est présente en masse, qui montre tous les jours donc, ce qui est en train de se passer. Et ça contribue grandement à une décrédibilisation globale de l'action et des activités d'extrême gauche. Quand on va découvrir de surcroît, une fois que l'assaut sera donné par la police, qui va mettre tout le monde en prison, lorsqu'ils vont découvrir que ces jeunes révoltés ont tué plusieurs de leurs camarades, là, ce sera vraiment le coup de bambou derrière la nuque pour nombre de militants. Il n'y a peut-être pas eu de la part du pouvoir en place une volonté d'utiliser ces images et d'utiliser cet événement pour un petit peu casser toute la dynamique de l'extrême gauche en place. Néanmoins, la réalité, c'est qu'il y a un avant et un après 72. Après cet événement, on voit qu'évidemment, toutes les organisations d'extrême gauche commencent à péricliter. Certains poursuivent donc la lutte violente en allant de plus en plus loin, l'armée rouge japonaise notamment. Mais il y en a beaucoup qui commencent à reculer sur leur position et qui petit à petit commencent à rentrer dans les normes. On a des témoignages là-dessus de jeunes révoltés qui racontent leur passé, qui disent voilà, ils faisaient partie des plus radicaux, qui faisaient des descentes dans tous les groupes qui étaient censés pourtant être alliés, et qu'à un moment il y a eu une rupture, il y a eu une cassure, et généralement on peut souvent la lier à cet événement particulier. Wakamatsu, comme je vous l'avais dit au début, il avait fait remarquer que voilà, l'Allemagne, l'Italie et le Japon avaient connu la même dynamique en matière de lutte armée. Par contre, il y a un point, je pense, qui est très important à voir, c'est que ce n'a jamais été, dans ces trois pays, l'extrême gauche qui a été la première à verser le sang, le premier sang, pour reprendre le terme de Rambo, First Blood. Excusez-moi, petit message cinéphilique. Ça a été à chaque fois le système en place qui, par la répression qui a été imposée, a versé les premiers sangs, a fait les premières vraies actions violentes. En Allemagne, ça a été la visite du Shah d'Iran, qui a été accueillie de manière assez violente par de jeunes manifestants qui n'appréciaient pas du tout que le gouvernement allemand accueille un dictateur, et la répression a été sauvage sur les jeunes manifestants qui étaient là
pour protester. La police leur est tombée dessus, les services secrets iraniens leur sont tombés dessus et ça a été presque un bain de sang. Il n'y a pas eu de mort, il me semble, mais la répression a été d'une sauvagerie incroyable. Et c'est à partir de là, c'est un moment clé dans l'histoire de la lutte armée allemande, c'est à partir de là que certains vont monter après les Brigades Rouges. Voilà, c'est un instant clé. En Italie, il y a l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, qui fait quelques 18 morts, qu'on impute dans un premier temps à l'extrême gauche, avant de découvrir en fait que c'est l'extrême droite qui a instigé cet attentat-là. Pardon. Oui, mais il y a toute une série effectivement d'attentats qui sont dans un premier temps des attentats d'extrême droite qu'on impute souvent à l'extrême gauche. Et ce qui est assez intéressant sur ce conflit en Italie, c'est que la plupart des attentats qui ont été imputés aux Brigades Rouges, excusez-moi, tout à l'heure c'était la RAF en Allemagne, pas les Brigades Rouges, mais aux Brigades Rouges en Italie, tous les coupables ont été désignés. On sait, tous sont pas forcément passés par les prisons, mais on a des noms. Par contre, la plupart des attentats d'extrême droite en Italie, c'est le grand, ça fait partie des grands mystères. La Piazza Fontana, certains disent CIA, il y avait, certains parlent d'une organisation qui s'appelait le Glaive, qui était une organisation qui aurait été faite, on a les preuves maintenant historiquement, qui était fait pour déstabiliser un petit peu le climat politique de l'époque. Mais voilà, on n'a pas de coupable sur les attentats d'extrême droite, c'est quand même assez problématique. Et pour en revenir au Japon, excusez-moi, la première victime de toute la lutte politique, c'était une jeune étudiante en 1960. Donc on est à l'époque du premier Ampo, une jeune étudiante qui s'appelait Michiko Kamba, qui le 15 juin 1960, lors d'une manifestation qui réunit quelques 100 000 personnes devant le Parlement, se fait purement et simplement lyncher. Alors on n'a jamais su si c'était les policiers ou si c'était des yakuza d'extrême droite qui avaient été appelés en renfort pour remettre un peu d'ordre. Mais la réalité, la première victime de tous ces conflits, c'était une jeune étudiante. Ce n'est pas, comme il a souvent été dit après, l'extrême gauche qui a été... l'escalade se fait systématiquement, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'extrême droite dans ces trois pays. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui est aussi très important pour comprendre la suite des événements. Actuellement encore, lorsqu'on voit le Japon maintenant, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, à se souvenir de ces années qui ont été vraiment d'une rare violence. On parle de dizaines de morts quand même, surtout sur toute l'époque de la fin des années 50 au milieu des années 70. On a du mal à imaginer qu'il existe encore un front contestataire. Pourtant, il existe encore certaines organisations. Et tristement, certains drames du passé continuent encore, comme il y a cette organisation encore d'extrême gauche qui est relativement importante, qui s'appelle la Kuryokuyu, qui a fait une purge à la fin des années 90 contre ses propres membres et qui a liquidé 8 de ses membres. Voilà, donc il y a certaines pratiques qui existent encore. Il y a certains conflits interfractions aussi qui continuent, qui perdurent jusqu'à nos jours, qui ont commencé dans les années 60 et qui perdurent encore actuellement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'extrême gauche ne connaît plus du tout, mais ça, je pense que c'est plus global pour tous les pays industrialisés de toutes les manières, mais ne connaît plus du tout un soutien populaire important. Par contre, vous pouvez voir le building du Parti communiste japonais est toujours aussi imposant, c'est incroyable, c'est dans le quartier de Shinjuku, c'est un building gigantesque, j'ai essayé de compter le nombre d'étages, j'ai jamais réussi, il y en a au moins 30. Juste pour le repérer, on voit rien, il n'y a pas rien d'écrit dessus, il y a juste tout en haut, il y a un petit drapeau rouge, c'est assez amusant quand on passe devant. Et pour en revenir à Wakamatsu, ce qui est intéressant, lui, sur cette époque, c'est qu'il fait partie de ces témoins extrêmement forts des luttes qui existent, des conflits qui existent, et qu'il se positionne notamment de manière très ferme sur les guerres interfractions. Et notamment, je vais vous montrer un extrait, si je le retrouve, excusez-moi. Je ne le retrouve pas. Si, pardon. Pourrais-je avoir... C'est un extrait de l'Extase des anges,
où voilà, justement Wakamatsu évoque clairement ces luttes intestines qui commencent à faire énormément de mal au pays. Pourrais-je avoir l'extrait numéro 4, s'il vous plaît? Alors, je vous préviens, c'est assez violent. ない貴様どこにあるんだ金曜日渡さないとあれは俺たちの武器だ秋の武器だどこにあるんだ秋は動かない10月は倒れたんだよ倒れた嘘よ10月は死んでなんかいないわ10月は倒れた秋は動かない俺たち冬の2月が仕事をする金曜日どこだどこにあるんだ何をする貴様早く出せ日和見部隊に爆薬がいるか何が日和見だ根拠言え俺たちの武器だ俺のお前の戦いなんだ古敵水準でしか戦いを語れない人間は日和見被疑者さ私は渡せない私の武器よ仲間の命と引き換えに奪った武器よだから私は絶対に私はしない C'est un extrait qui est assez représentatif du cinéma de Wakamatsu en général, vraiment où toujours la violence et le sexe sont liés. Mais là, à nouveau, il témoigne vraiment du climat de guerre interne, interfraction qui existe à l'époque. Wakamatsu, lui, était vraiment, quels que soient les contestataires, quelles que soient les différentes branches, organisations qui existaient, il s'est toujours dit proche des jeunes révoltés de l'époque. Néanmoins, il était très critique, voire même ironique par rapport au côté dogmatique des différentes organisations qui existaient. Et avant tout, et à la différence de Hadashi, c'était l'individu pour lui qui primait. C'est vraiment le thème qui parcourt tous ses films. Il est pour une révolte, mais il est pour une révolte où l'individu n'est pas dénaturé. Il est pour une révolte où il est bien conscient qu'il y a besoin effectivement d'une force de masse pour que la révolte, la révolution puisse arriver, mais il veut que ça se fasse dans des conditions où l'individu continuerait d'exister, continuerait à être respecté par les autres. Et je voudrais finir justement par un extrait qui me semble très intéressant sur ce sujet, sur le thème de l'individualité, qui est vraiment probablement l'un des thèmes, avec celui de la révolte, le plus fort de tout le cinéma de Wakamatsu. C'est un extrait de Sex Jack, dont on avait déjà vu un extrait au tout début, qui est, je pense, un des films les plus marquants de Wakamatsu. Pourrais-je avoir l'extrait numéro 3, s'il vous plaît? いいか、奴は拳銃を持ってる。抵抗したら撃ち殺せ。いいから撃ち殺せ。
バカな。俺を殺さなくたって。Wakamatsu aime bien se vanter d'être le réalisateur japonais qui avait tué le plus de policiers à l'écran. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas c'était assurément l'un des leitmotifs de son cinéma. Et puis là, ça en donne encore un bon exemple. Je vais arrêter là et bah, si vous avez des questions.